Il assiste à l'ouverture des écluses de Nieuport qui provoquent l'inondation de la plaine et stoppe l'avancée ennemie. C'est le début de la guerre de position pour le caporal Tamigno. Le début d'une vie quotidienne sur le front, alors que la vie quotidienne en zone occupée se poursuit pour les civils belges. Mais ça, Jules n'en a que de vagues échos qui peinent à résonner jusqu'à lui. Mon bien-aimé, depuis ton départ, je ne cesse de penser à toi. Comment vas-tu? Es-tu bien nourri? Ici, il ne reste que des femmes et des enfants. Notre village s'est vidé de tous ces hommes vigoureux en quelques jours. Alors, on s'est organisé entre nous pour travailler au champ et s'occuper des bêtes. Les moissons approchent, et ce n'est pas le travail qui manque. Mais je suis pleine de courage en pensant à toi. Avec tout ce que nous allons pouvoir engranger, je ne crains pas l'hiver. Je pourrais même confectionner des biscuits et te les envoyer. Ma chère Jeanne, j'ai bien reçu ta lettre du 20 et je me presse de te répondre pour te rassurer. Je suis toujours en bonne santé et heureux de te savoir de même. À la caserne, on ne manque de rien et nous avons reçu tous les renseignements utiles pour aller au front. Toutes les instructions sur les canons et les obus. Nous sommes bien équipés et bien nourris. J'ai reçu un excellent entraînement, quoique un peu rapide. Les Boches n'ont qu'à bien se tenir, car on va leur flanquer une bonne dérouillée. Cette guerre ne va pas durer, mon ange. Je parie que je serai de retour avant Noël. Accorde-moi une faveur, mamie. Fais-toi faire ton portrait le plus vite possible et fais-le-moi parvenir. Ainsi, je pourrai te serrer fort contre mon cœur dans l'attente de rentrer chez nous. Embrasse ta mère de ma part, ton mari qui t'aime, tendrement. Mon cher Jules, depuis quelques semaines, nous sommes sous l'occupation. Il devient plus difficile de t'écrire à cause de la censure des Allemands. Mais sois sans crainte, jusqu'à présent, ils se comportent bien avec la population et je ne manque de rien. Ni nourriture, ni bois de chauffage, ni vêtements chauds pour l'hiver. Des nouvelles du front nous parviennent de temps à autre. Jusqu'à présent, aucun gars du village n'a été tué au combat. J'y vois comme un signe du bon Dieu. Qu'il te bénisse, mon cher époux, et qu'il t'accorde de rentrer vite auprès des tiens. Ma tendre Jeanne, comme le temps passe, j'aurais tant aimé être près de toi et de notre famille pour Noël. Ne sois pas triste. Je vais bien et depuis quelques jours, notre service est moins fatigant. Pour le jour de Noël, les Boches nous ont laissés tranquilles et on a pu manger un grand repas et dormir sur de vrais matelas. Des gars venus d'autres bataillons nous ont rejoints. Ils nous ont raconté des histoires de trêve et que les Allemands, eux aussi, voulaient rentrer chez eux, revoir leurs femmes et leurs enfants. Garde l'espoir, Jeanne chérie. Cette guerre ne va pas s'éterniser. Joseph Vico, courrier. Edgar sur le haut, courrier. Sergent Henri-Victor Delcourt, Delcourt, courrier. Désolé Jules, pas encore de courrier pour toi cette fois-ci. Avril 1915. En poste dans le secteur de Dixmude, Jules Tamigno ne sait pas encore qu'il est papa d'une petite Lise.
Sa jeune épouse lui a pourtant annoncé la bonne nouvelle dans une lettre. Mais le service postal en temps de guerre n'est pas le même que celui en temps de paix. Censure, lenteur, mouvement fréquent des troupes provoquent bien du souci dans la recherche du destinataire. Tout cela mine le moral de Jules et de ses camarades. En effet, les échanges épistolaires sont le seul contact possible entre lui et sa famille. Pour le militaire belge, passer sa permission dans la maison familiale n'est pas possible. La quasi-totalité de la Belgique étant en zone occupée. Seule solution pour le soldat au front, attendre, encore et toujours. Secteur de Dixmude, juin 1915. À midi, le facteur m'apporte une lettre. Mais que vois-je? C'est l'écriture de ma femme. Je relis la lettre 20 fois et ne parviens pas à comprendre. C'est bien simple pourtant. Lise est née le 8 avril. Elle se porte à merveille. Oh, je voudrais courir, le crier à tous ceux qui me connaissent, et même à ceux qui ne me connaissent pas. Enfin, je relis encore. Je voudrais que l'on prenne l'offensive tout de suite, pour courir là-bas, où l'on m'attend. Secteur de Dixmude, juillet 1915. Une tête émerge derrière la toile rideau fermant la porte d'entrée. Un soldat me tend une photo. C'est le portrait de ma fille. Elle semble dormir dans les bras de sa maman. Je cours chez le commandant, chez l'aumônier, chez le docteur. Je veux que tout le monde voie ma fille. Puis, je fais le tour des premières lignes. Je colle la photo contre le nez de mes sentinelles. Il fait noir comme dans un four, ils n'y voient goutte. Mais ils répondent par politesse. Je défais ma tunique et place avec infiniment de précaution mes chairs éloignées dans la poche antérieure. Au moins maintenant, s'il m'arrivait malheur, je ne serais plus aussi seul pour mourir. Secteur de Dixmude, octobre 1915. Je crois que le fait de ne plus rien recevoir de chez moi contribue pour beaucoup à me démoraliser. Nous vivons dans l'angoisse perpétuelle d'une lettre venant nous annoncer que les Allemands ont violé notre femme, qu'ils ont massacré notre vieux père. Dixmude, Ramskapelle, Bozingen, Low, Steenstraat, Merken. Ces secteurs, Jules, promu sergent-major en octobre 1915, les connaît par cœur. C'est dans ces endroits qu'il y endure les combats. Secteur de Dixmude, novembre 1915. Brusquement, vers 8 heures, un sifflement strident déchire l'espace. Un monstrueux obus de 150 éclate non loin de nous. Les obus se rapprochent. Nous sommes une quarantaine dans une tranchée. Les obus pleurent. Petit à petit, une poussière de mortier et de briques pilées envahit notre tranchée. Le feu ennemi ne ralentit pas. Un sifflement de sirène, un éclair terrible. Un éboulement de matériaux, un bruit de tonnerre, et nous sommes projetés dans tous les coins. Un obus a transpercé la tranchée et a éclaté. Une âcre odeur de poudre nous prend à la gorge. La poussière empêche d'y voir. Des gémissements, des pleurs. Le nuage de poussière se dissipe quelque peu, mais un second projectile arrive. Les fusées éclairantes s'élèvent par centaines. C'est un spectacle grandiose, unique. Tout à coup, 4 monstrueux obus de 150 arrivent en trombe et éclatent à proximité de nous. Les éclats et la terre nous recouvrent.
Et pourtant, tous ceux qui ont pris part à tous les engagements depuis le début ont connu ce frisson. Il est de ces situations qui ébranlent les cœurs les plus durs. Pendant quelques mois, la poste fonctionne normalement et Jules peut échanger de nombreuses lettres avec son épouse. Chacun s'évertue à rassurer l'autre en embellissant le quotidien. Lui, vivant ses privations de soldat, et elle, qui manque de tout dans sa ville occupée. Mon cher Jules, il ne faut pas croire les rumeurs de privation en territoire occupé qui pourraient parvenir jusqu'à toi. Ce matin, le voisin nous a apporté du lait frais et des œufs du poulailler. Et nous avons fait une brioche. Ma tendre Jeanne, pour nous, les repas sont un réconfort en soi. Ce midi, pâté et pain frais. De plus, les quantités étaient bonnes au point que j'ai pu me faire quelques tartines pour mon 4 heures. Ce midi, ma mère m'a préparé du pâté en croûte, avec des pommes de terre. La soupe du soir était tellement dense que ma cuillère ne s'enfonçait pas. Pour le souper, entrée, plat, dessert. Rôti de dindonneau, pommes de terre en chemise. Pintade grillée, compote des rennes. Hier soir, on nous a servi du magret de canard, cuit dans sa graisse. Riz de veau à la pompadour. Paupiètes de veau à la brabançonne. Secteur de Dixmude, décembre 1917. Demain, il est prévu que notre bataillon se lance sur la tranchée allemande. Le but est de s'installer en face et de s'y enterrer. En face, ils ont des mitrailleuses et ils lancent fréquemment des gaz vers notre position. Excuse-moi pour le ton dramatique de cette lettre, mais je sais que tu es forte et que je peux me confier à toi. Ma force, c'est toi et notre fille. J'espère que cette lettre te parviendra, mon amour. Embrasse tes parents pour moi et bien sûr, notre petite Lise. Tu me manques terriblement. J'attends avec impatience de te revoir et de te serrer enfin notre Lise dans mes bras.
Là-bas au front, la bataille fait rage. Le roulement sourd du canon dit aux infirmières « Faites de la place, ils vont venir. » Et ils viennent. Des autos d'ambulance pénètrent dans la cour, tout doucement pour éviter les heurts. On en extrait de véritables lobes humaines. Ils sont tous pareils. La boue, le sang ont maculé leur nippes. Des bandeaux de gaz appliqués en 4e vitesse avant l'embarquement sont déjà tout rouges. Le personnel s'empresse, habitué à ces visions d'horreur. On casse tout le monde, on débarbouille, et l'on transporte en dissimulant autant que possible ceux qui ont rendu l'âme en route. En octobre 1918, le sergent Tamigno est remis de ses blessures et renvoyé au front. Il se trouve à Ertveld, dans le secteur d'Evergem, non loin de Gand. Depuis le 19 octobre, il participe à la libération successive de plusieurs cités du nord de la Belgique, notamment Bruges, Maldegem et Eeklo. Durant cette période, Jules écrit plusieurs lettres à Jeanne, mais celle-ci n'en reçoit aucune. La dernière lettre de Jules à sa femme date du 11 décembre 1917, où il lui annonçait qu'il participait à une grande offensive. Bruges, 19 octobre 1918. Une femme passe en hurlant, on lui a coupé les cheveux. Un hussard de la mort les avait trouvés trop jolis. La foule délire, on s'embrasse en rue. Un gendarme Boche était trouvé. Le peuple lui rend ses procès-verbaux au centuple sous forme de taloches retentissantes. Tous les ponts ont sauté. Maldegem. La ville est en fête. Nous sommes ovationnés par la foule. Sur une place, la musique des premières lignes donne concert. Les couples s'enlacent dans le noir et la boue. On nous invite à prendre le verre de la délivrance. 11 novembre 1918. L'armistice a été signé à 11h. Quelques soldats vont de café en café, chantant des refrains égrillards, accompagnés par un accordéon usé. Ertveld, 13 novembre 1918. Plus de canonnade, plus de ratacata sinistre, plus de shrapnel floconneux, plus de ronronnement en l'air. La guerre est finie. Chacun voudrait voler auprès des siens, mais il n'est pas possible de licencier momentanément toute l'armée. Il faut serrer les départs. Comme la victoire serait une belle chose, s'il n'était pas la rançon de tant de sacrifices. On connaîtra un jour le chiffre exact des victimes de cette guerre. Il sera effrayant. D'ailleurs, je suis horriblement inquiet en pensant au mien. Que vais-je retrouver là-bas? Depuis de longs mois, je suis privé de nouvelles, et les bruits les plus alarmants sont parvenus jusqu'ici. Passé les premières heures de la libération, le sergent Tamigno n'a plus qu'une idée en tête. Rejoindre sa famille qu'il espère en bonne santé, et enfin rencontrer sa fille pour la première fois. Démobilisé le 15 novembre, il se met directement en route pour Rame-sur-Eure, et y arrive le lendemain. De son côté, Jeanne est toujours sans nouvelles de Jules. Elle assiste aux scènes de liesse du village, mais ne parvient pas à s'en réjouir. Ertveld, 15 novembre 1918. En route pour Rame-sur-Eure. Je pousse comme un sourd pour donner à mon vélo le maximum de vitesse possible. Est-ce bien un vélo que j'ai là? Non, c'est une ferraille tordue qui a fait la guerre, l'offensive, et qui n'a conservé qu'un avantage. Les deux roues tournent dans le même sens. Pour arriver bien vite, je pousserai une moto, une brouette, un tank. Rame-sur-Eure, 16 novembre 1918. Lise est assise sur mes genoux. Mon uniforme va l'effaroucher, m'étais-je dit en l'apercevant. Elle a accouru à ma rencontre. « Bonjour papa !» Je n'ai pas pu répondre tout de suite. J'avais la gorge serrée. Pour comprendre ce que l'on éprouve dans un moment pareil, il faut l'avoir vécu. Je lui ai demandé « Tu me connais bien ?»« Oh oui, dit-elle, je t'ai vu sur ton portrait. » Elle a 4 ans, va à l'école, et depuis 10 minutes que je suis là, nous sommes une bonne paire d'amis.
Então.